Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de restitution de l'exercice photo confinement consacré à la photo de macro de Petite Fleur qui a été marquée par une participation juste colossale. Bienvenue pour cette vidéo de restitution de l'exercice photo confinement consacré à la photographie de macro et de Petite Fleur. On va voir donc vos images, je vais faire un aperçu des choses qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé dans les photos que vous avez postées dans le groupe Facebook. La première chose qui m'a frappé, c'est que vous avez été extrêmement nombreux à participer, c'est juste énorme. Alors, je vous avais dit, et je vais essayer de m'y tenir, que je mettrai un petit mot à chacun. J'ai essayé, mais franchement, vous étiez tellement nombreux que sur la fin, j'y ai passé tout mon week-end, mais je n'ai pas pu mettre un petit mot pour tout le monde. J'ai quand même vu les photos de tout le monde, je vous rassure, puisque vous allez pouvoir les découvrir à la fin de cette vidéo. J'ai fait une restitution dans laquelle il y a toutes les photos qui ont été postées en commentaire en tout cas, de l'annonce qui était épinglée en haut du groupe. Et je continuerai pour le prochain exercice à faire la même chose, c'est-à-dire à publier à la fin de la vidéo de restitution toutes les photos qui auront été postées au bon endroit dans le groupe Facebook. En tout cas, merci pour votre participation. À commencer par Martial, qui lui n'avait pas de petite fleur sous la main et qui nous a fait une photo de fleurs dans le dictionnaire. Donc c'était la petite touche humoristique pour commencer, que j'ai trouvé assez rigolote. Alors je m'attendais quand même à ce que on fasse des photos de macro avec un objectif macro. Et je me suis dit, ouais, il y en a plein qui ont peut-être pas forcément ce type de matériel, ça va être un peu compliqué, donc si vous n'avez pas d'objectif macro, faites de la proxy. En fait, vous êtes des bidouilleurs de fou, quoi. C'est-à-dire que moi, j'imaginais pas qu'on puisse faire aussi naturellement de la photo de macro avec autre chose qu'un objectif macro. Eh bien, si. La plupart des photos qui ont été postées, en tout cas au tout début de l'exercice, mais que des bidouilles. Alors des bidouilles super rigolotes. En l'occurrence, la principale, c'était de retourner l'objectif et avec même des bagues spécifiques qui permettent de fixer l'objectif pour le retourner de manière à faire de la macro avec des choses qui ne sont pas faites pour à la base. Donc on a Thierry qui nous montre son installation avec son boîtier, sa bague d'inversion et son objectif. Il a un objectif 135 pour Minolta. Et donc cette petite bague qui permet de fixer l'objectif à l'envers en le vissant directement sur l'appareil photo pour pouvoir faire ses photos en macro. Voilà ce que ça donne, c'est quand même pas si mal pour voir que c'est fait avec un objectif à l'envers. Je trouve que c'est quand même très très chouette. Là aussi, Véronique qui a fait la même chose, donc avec un Canon 800D, priorité ouverture, avec un 18-55 de base, inversé avec une bague sans contact. Ici, alors là c'est rigolo parce qu'on a aussi un mini trépied. Je vous avais parlé des trépieds, mais le mini trépied est super bien pour pouvoir faire de la macro parce que ça permet vraiment de se mettre au ras du sol. Certains d'entre vous n'ont pas utilisé leur propre trépied parce que le trépied était trop grand et ne leur permettait pas de faire une photo vraiment au ras du sol. Donc le mini trépied est intéressant pour ça. D'ailleurs la caméra avec laquelle je filme la vidéo est posée sur un mini trépied qui est posé sur mon bureau. Donc ici, ce mini trépied a servi à photographier avec donc une bague inversée, une fleur avec un Nikon D7500 et c'est la photo donc de Philippe. Question de Thierry qui profitait de l'exercice donc pour savoir s'il existait une astuce permettant de régler l'ouverture d'un objectif Nikon et de la maintenir lorsque l'objectif est enlevé. Eh bien, alors il nous dit qu'il sait que ça existe sur Canon, poussoir à maintenir enfoncé pendant le retrait de l'objectif. Ça c'est l'astuce pour les Canon. Donc on a déjà l'astuce pour les Canon. Et voilà l'astuce donc pour les Nikon de Laurent Loiseau qui nous montre comment bloquer le petit taquet avec un élastique ou un autre truc. Donc il nous montre donc le petit taquet à bloquer pour maintenir l'ouverture de diaphragme pendant la prise de vue. Là aussi, Thomas a fait une photo avec un objectif inversé. Je trouve que l'image est assez qualitative, compte tenu du fait que ça n'est pas fait avec un objectif macro de base, mais avec un objectif inversé. Ici, il a obtenu un effet donc de reflet en mettant un miroir sous sa fleur, et le bleu que l'on voit, c'est le bleu du ciel. Alors Laurent, lui, il a carrément monté une lentille de projecteur diapo au bout de son objectif. Et ça donne ça. Alors on voit que le flou est assez étonnant, il y a un peu de diffraction un peu partout sur l'arrière-plan, mais c'est quand même assez bluffant pour voir que c'est de la bidouille, quoi. Alors ici, photo simple en contre-jour, je trouvais que le contre-jour était plutôt bien géré. L'intérêt de la chose, c'est qu'on a les feuilles du trèfle qui sont bien exposées, avec un petit contour qui est bien délimité, et là, c'est vraiment très très joli. Donc une photo de Pierre qui nous a fait ça avec un Lumix, avec une ouverture à 2.8,
1/13e de seconde, donc j'imagine qu'il était, oui, il était sur trépied, et c'est plutôt pas mal du tout, avec un petit format carré assez sympa. Alors, là, c'est une photo qui est intéressante parce qu'on a une partie qui est lumineuse à gauche et une partie qui est beaucoup plus sombre à droite. Et là, on aurait pu compenser un petit peu ce décalage de lumière. Alors c'est pas forcément souhaitable de le compenser complètement parce que sinon l'image devient trop plate, ensuite il n'y a plus de modelé. Mais juste en rajoutant un petit réflecteur, on peut adoucir l'ombre. Alors l'intérêt aussi d'adoucir l'ombre sur une fleur qui est colorée comme ça, c'est aussi de ramener un petit peu de luminosité dans les couleurs et d'avoir des couleurs qui sont un peu plus péchues. C'est ce qu'a fait sur cette photo Pascal en mettant un réflecteur. Alors le réflecteur, il va vraiment fonctionner quand on est sur un temps qui est très lumineux. Si vous avez un temps couvert, la lumière elle est douce partout et du coup le réflecteur il ne peut pas renvoyer de lumière vers l'ombre puisque lui-même est à l'ombre. Donc c'est la difficulté. Là il a mis un réflecteur, ça ramène un peu de lumière, mais c'est difficile quand même quand il n'y a pas une lumière vive. Ça fonctionne bien quand on a un écart de contraste entre l'ombre et la lumière et que du coup on va aller chercher la lumière là où elle est pour la ramener sur l'ombre. Mais quand tout est à l'ombre, c'est moins facile. Alors parmi les problèmes qu'on a pu avoir aussi, on a eu des problèmes de vitesse trop basse. Ici, le truc c'est que la photo donc, a été faite à main levée, avec une priorité ouverture au 250 mm à 1/750e de seconde en 100 ISO. Normalement, 1/750e de seconde, ça devrait suffire. Sauf qu'en macro, quand on zoome beaucoup, eh ben, c'est pas forcément évident d'avoir la photo complètement nette. Du coup, la solution ça aurait été de se poser sur un trépied pour immobiliser complètement l'appareil photo et éviter d'avoir ce flou de bouger à la prise de vue. Et si on n'a pas de trépied du tout, là pour le coup, Lolo avait une sensibilité qui était en 100 ISO. On pouvait monter en 200, et là on passait au 1/1500e de seconde. Là, au 1/1500e de seconde, même à main levée, normalement on commence à être net. Et allez, en poussant un peu le truc, on monte en 400 ISO, et là on se met au taquet au niveau de la vitesse, et on est presque au 4 millième, ce qui est le maximum sur la plupart des appareils de base. Donc on aurait pu avoir la chose complètement nette. Mais c'est pas évident du tout quand on est à main levée. Ici, le souci c'était que le diaph était très ouvert. Donc si le diaph est très ouvert, on va avoir une zone de netteté qui va être très très faible. Et c'est un peu le problème en macro, c'est que la zone de netteté, la profondeur de champ, elle est liée à deux paramètres. La distance et l'ouverture de diaphragme. Quand je dis la distance, c'est avec la distance focale et aussi la proximité qu'on a avec l'appareil, entre l'appareil photo et le sujet. La profondeur de champ, donc, elle est proportionnelle à la distance, donc plus on zoome et plus on se rapproche, plus on écrase cette profondeur de champ. Et ensuite, plus on ouvre le diaphragme, plus on écrase encore cette profondeur de champ. Et du coup, en macro, quand on est très 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 près, et ben, la profondeur de champ est souvent très 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 faible. Et l'idée, ça va être de fermer le diaphragme. On peut avoir des effets très sympas avec des très grandes ouvertures, mais souvent, quand la profondeur de champ est extrêmement faible, déjà ça pose des problèmes de mise au point, parce que la zone de netteté est tellement faible qu'au moindre tremblement, du coup, la mise au point est plus là où on la veut. Et aussi, visuellement, pour le spectateur, si la zone de netteté est trop restreinte, on a du mal à vraiment identifier le sujet. Donc c'est quelque chose qui est assez fin à gérer, à doser. Ça peut être aussi des partis pris artistiques de jouer sur cette espèce de flou très très rapide. Voilà. Là ici, le diaphragme était un petit peu ouvert et en fermant un peu le diaphragme, on aurait pu gagner un petit peu plus de netteté. Pour avoir une ordre d'idée du rendu que vous allez avoir en termes de profondeur de champ sur votre image, il y a deux solutions. La première, c'est de faire plusieurs images et puis de regarder sur l'écran arrière ce que ça donne. La deuxième, c'est de vérifier si votre appareil photo n'a pas ce qu'on appelle un testeur de profondeur de champ. C'est un petit bouton qui se situe à l'avant du boîtier en général. Regardez sur le manuel de votre boîtier pour savoir si votre appareil dispose ou pas de cette fonction. Et si c'est le cas, en appuyant sur ce petit bouton, l'appareil va fermer le diaphragme au bon diamètre, chose qu'il ne fait normalement que au moment du déclenchement. Donc vous allez voir un petit peu moins bien dans le viseur, puisque comme il ferme le diaphragme, il y a moins de lumière qui rentre, donc l'image s'assombrit. Mais par contre, vous allez avoir, comme le diaphragme est fermé au bon diamètre, vous allez avoir la profondeur de champ qu'il y aura au final sur votre image. Donc ça vous donne un aperçu du rendu sans avoir à mitrailler à faire plusieurs photos. Avec cette image de Davy, je reviens sur la mise au point qui n'est pas forcément évidente à faire quand la profondeur de champ est très très faible. Là on voit que vraisemblablement il a fait la mise au point sur la fleur, mais au moment du déclenchement, la mise au point c'est qu'elle est plus proche de cette petite brindille qui est légèrement en amont.
et la photo a été faite à main levée parce qu'il n'y avait pas de trépied. C'est ce que je vous disais au début de vidéo, le trépied était trop grand pour pouvoir être utilisé. Ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'on appelle un bean bag. Un bean bag, c'est un sac de graines. Vous prenez un sac avec à l'intérieur, vous mettez un pull ou quelque chose qui vous permet de caler votre appareil photo au sol. Et du coup, vous mettez le retardateur et ça permet de faire la photo en ayant l'appareil photo complètement immobilisé. Vous pouvez aussi utiliser votre sac photo pour ça. Vous posez l'appareil photo sur votre sac, avec votre pull, vous calez l'objectif pour qu'il soit à peu près dans la bonne direction et ça vous permet de vous mettre vraiment au ras du sol pour pouvoir faire votre photo. C'est toujours mieux que de faire à main levée parce qu'à main levée, vous avez vraiment trop de risques de bouger et même de bouger, c'est-à-dire qu'il y ait un léger mouvement d'avant en arrière qui vous décale la mise au point. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas trop de flou de bouger, vous risquez quand même de faire un mouvement d'avant en arrière qui vous décale la mise au point et en macro, ça pardonne pas. Avec la photo de Sandrine, on va aborder la question de l'arrière-plan. L'arrière-plan qui, même s'il est flou, est quand même assez hétérogène. Et du coup, en termes de lisibilité, ça peut parfois poser des problèmes. S'il y a trop de choses, trop d'éléments qui attirent l'attention sur votre image, c'est comme, et je suis bien placé pour le savoir, c'est comme si on faisait trop de digressions à l'intérieur d'une phrase. Au bout du compte, la personne à qui on s'adresse, le spectateur, il est un petit peu perdu et il ne sait plus trop quel est le sujet, où est-ce qu'il est et où est-ce qu'on veut en venir. Du coup, c'est un peu un plaidoyer pour la photo minimaliste, ce que je suis en train de vous dire. Essayez de faire en sorte que votre arrière-plan soit un peu homogène, de manière à ce que le sujet se détache mieux et qu'on identifie mieux le sujet. Ça peut parfois être utile de simplifier un petit peu ces images. Toujours sur la mise au point, une astuce pour pouvoir ajuster la mise au point très précisément, c'est l'utilisation du live view. C'est ce qu'a fait Agnès. On va sur l'image suivante. Elle a utilisé la visée arrière de son écran pour aller faire... Alors là, c'est la photo une fois qu'elle est faite, mais elle a utilisé la visée arrière de l'écran pour aller zoomer à l'intérieur de l'image avant de faire sa prise de vue et d'ajuster manuellement la mise au point sur son sujet avant de déclencher. C'est une technique que j'explique notamment dans la série de vidéos qui se trouve sur mon site sur les réglages de prise de vue. Je vous mets le lien par ici et dans la description de la vidéo si vous voulez vous inscrire pour voir cette série de vidéos. Donc là, c'est une photo qui a été faite au flash par Guillaume, il me semble, et l'idée, ça a été d'utiliser le flash pour ajouter une grande quantité de lumière, de manière à ce que la lumière d'ambiance devienne marginale et que l'arrière-plan apparaisse sombre. Je vous avais indiqué dans la vidéo de l'exercice que ça pouvait parfois être un problème d'avoir un arrière-plan sombre, notamment quand la végétation couvrait l'arrière-plan et que ça assombrissait l'arrière de la plante, mais ça peut aussi être quelque chose de complètement volontaire. Donc c'est ce qu'a fait Guillaume ici, c'est ce qu'a fait Carole aussi ici en faisant en sorte que la fleur se détache du fond. Donc là pour le coup on a vraiment cet effet d'homogénéité sur l'arrière-plan puisque là il est complètement noir. Et ici aussi c'est très très chouette, donc avec la photo de Martin qui nous a fait une composition assez intéressante. Là il y a des choses autour, mais ça va... Déjà il y a un flou qui est assez chouette sur les fleurs qui semblent presque en mouvement, c'est peut-être le cas d'ailleurs, et du coup ces feuilles qui entourent le sujet vont le faire ressortir d'autant que le vert et le noir sont quand même assez denses, et seule la clochette claire ressort. On aura même pu la faire ressortir encore plus, mais là je trouve que le côté assez granuleux de l'image est vraiment, vraiment sympa, ça donne beaucoup de douceur à cette photo. Autre astuce qui a pas mal été utilisée, c'est le fait d'utiliser un vaporisateur pour rajouter des gouttes d'eau sur la plante. Ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent en photographie culinaire et là c'était assez sympa. Donc Sylvain l'a fait sur sa pâquerette. Vincent aussi, je ne sais pas quelle est cette fleur, mais sur le gros plan ça rend super bien avec ses petites gouttes partout. Alors il y a des gouttes, il ne précise pas s'il a utilisé un vaporisateur pour le faire, mais en tout cas la présence des gouttes est très très sympa sur cette image. Alors dans les effets, il y a cet effet de surex, de contre-jour assez violente de Jean-Louis qui donne un effet pictural. Au début j'ai cru que c'était un dessin, j'ai cru qu'il nous avait fait une petite aquarelle. Non, c'est vraiment une photo de Jean-Louis et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Gus, lui, alors ce qu'il a fait, c'est que je vais vous montrer la mise en scène. Il a posé son sujet sur une plaque rouge et ensuite il a éclairé avec un panneau de LED et il a lui aussi vaporisé de l'eau pour faire cet effet assez rigolo avec des couleurs qui sont assez étonnantes. On dirait une grosse retouche. Eh ben non, c'est pas une grosse retouche. Et il nous a mis même une bouffée de cigarette électronique au fond à droite
pour donner un effet vaporeux à l'arrière-plan. Donc très, très sympa ce genre de choses. Vous avez aussi fait du noir et blanc, et ça c'est chouette. Là aussi, dans l'idée d'essayer d'épurer un petit peu son image, le noir et blanc, il est intéressant pour ça parce que on gomme les couleurs. Donc tout ce qui est dans les gammes de tons, hop, ça part, ça devient le même gris. Et du coup, ça nous permet de faire ressortir les choses lumineuses par rapport aux choses sombres. C'est ce qu'a fait Marianne sur cette image. C'est ce qu'a fait aussi Vincent donc, sur cette photo. Et on voit que c'est pas forcément évident, quand on voit la couleur de la fleur, on se dit c'est pas évident d'aller l'imaginer en noir et blanc. Eh bien si, et faites-le. Voilà, je voulais terminer sur cette image qui est là aussi assez minimaliste de Fabio. C'est une photo que je trouve intéressante parce qu'il nous explique qu'il est tombé un peu par hasard sur cette photo de pissenlit qui était sous une feuille de régras, donc une feuille d'herbe. Et il nous explique les différents réglages. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'au-delà des réglages, c'est pas lui qui a fait la mise en scène, c'est un coup de bol. Voilà, il a eu du bol. Et le bol, c'est pas quelque chose d'anecdotique en photographie. Pour moi, toute la stratégie du photographe, ça doit être justement d'anticiper sur un certain nombre de choses, et notamment les réglages, d'anticiper sur ce qui pourrait éventuellement se passer, et de maximiser le coup de bol. Et un bon photographe, il a énormément de coups de bol parce qu'il fait en sorte de mettre toutes les chances de son côté. Et ça, c'est fort. Alors oui, c'est un coup de bol, mais ce coup de bol, il a été provoqué. Fabio a mis toutes les chances de son côté pour y arriver, et il a fait une belle image, et ça, c'est chouette. Pour le prochain cours, je vous avais proposé la photo en trompe-l'œil, le focus stacking et la photographie à la lumière de la bougie. Ça a été très très serré, la photographie à la lumière d'une bougie a été en tête tout au début, et puis finalement c'est le focus stacking qui l'emporte. Donc je vous proposerai demain un exercice sur le focus stacking. Je vous indiquerai une méthode pour la prise de vue et je vous montrerai comment faire le développement sur Photoshop. Ça peut être fait aussi avec d'autres logiciels, donc si vous connaissez des logiciels qui permettent de fusionner les images de focus stacking, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et dans le groupe Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain pour un nouvel exercice, à bientôt, bonne photo.